Bonjour François Ruffin. Bonjour. Député France Insoumise de la Somme, François de Rugy reste au cœur de la tempête. Le numéro 2 du gouvernement, maintenant accusé de louer près de Nantes un logement à loyer encadré qui devrait normalement bénéficier à une famille plus modeste. Il affirme qu'il n'était pas au courant du caractère spécial de ce logement. Mais après les révélations de Mediapart sur ces dîners dispendieux, est-ce que vous réclamez ce matin la démission de François de Rugy ? Je voudrais surtout vous dire que moi je prends cette pantalonnade avec gravité. On entendait là dans le journal juste avant que la température de Paris deviendrait bientôt de la température de l'Australie. Moi, je reviens du Doubs. Les rivières, il n'y a plus de poissons à l'intérieur. D'abord parce que les eaux des rivières se sont réchauffées de 2 degrés, enfin presque plus. Les gens qui avaient l'habitude de pêcher la truite ou les ombres à l'intérieur, il n'y en a plus. Le glyphosate, notamment du fromage, de l'élevage agricole, il s'introduit dans les rivières, ça tue les poissons. Et la culture des arbres, la sylviculture également. Vous dites qu'il y a une urgence climatique, il faudrait que le ministre de l'écologie soit à pied d'œuvre et pas empêtré dans ses affaires. Oui, mais je veux dire que moi, si je suis hostile à François de Rugy, c'est sur l'écologie, centralement. Je vous fais part de mon angoisse. Mon angoisse, j'ai 2 gamins. Je me trouvais à Montpellier, j'ai rencontré Kim et Esther qui sont en première et qui vivent avec cette angoisse-là, organisateurs des manifs pour la jeunesse, pour le climat, et qui vivent avec cette angoisse dans quel monde on va vivre demain. Dans le Doubs, là, on me raconte que c'est comme si on reculait vers le sud de 10 mètres par jour. Donc de 40 km par an. On a aujourd'hui dans le Doubs la température de Lyon. Dans 10 ans, ça sera celle d'Avignon. Dans 20 ans, ça sera celle de la Toscane. Voilà ce qui devrait angoisser le constat climatique de l'écologie. Revenons un instant sur le destin, le sort du ministre François de Rugy. Il s'est exprimé ce matin même chez nos confrères de BFM TV. On l'écoute. Non, je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qui ne me l'a absolument pas demandé. D'ailleurs. Y avez-vous pensé ? Forcément, on peut penser à en fait tout abandonner, je vais vous dire. Quand on est dans ce cas-là, quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. Il ne démissionne pas, mais il y a pensé. Est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner ? Moi, il dit que ce sont des choses qui sont fausses. Je voudrais demander à M. de Rugy s'il est exact ou s'il est faux qu'il a reçu au ministère des lobbies, dont Engie, et qu'il a explicitement demandé à ce que ça ne figure pas dans son agenda public. Et voilà, moi, ce que je mets en cause, c'est le lien entre le ministère de l'écologie et les lobbies. Donc il ne peut plus rester ministre ? Et moi, je vais vous dire, je vais demander la démission de François de Rugy dès le jour de sa nomination. Donc, oui. Avant même qu'il ait fait quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'était la preuve de l'absence d'ambition d'Emmanuel Macron en matière d'écologie que de nommer François de Rugy, qui était un produit de recyclage, de retournement de veste, qui était bien affaibli et qui même ne voulait pas aller au ministère de l'écologie. On se retrouve avec un ministre qui ne veut pas y aller, qui n'incarne pas une écologie de rupture. Il nous faut dans le pays une écologie de rupture. De rupture avec quoi ? Rupture avec la croissance, par exemple. On ne peut plus continuer à produire plus pour consommer plus, pour exporter plus, pour importer plus. Il faut une écologie de rupture avec le libre-échange. Tout ça. Et là, regardez, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 juillet. C'est le dernier jour du train Paris-Rungis. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la place, comme ça se passe depuis... C'est le train de marchandises qui fait la route entre le sud de la France et le marché de Rungis. Voilà, et qui amène, en fait, qui nourrit Paris. Avec les fruits et légumes qui viennent du sud de la France. Et depuis le 19e siècle, c'est par le rail que ça se fait. Et c'est une ligne qui n'est pas rentable et qui va donc être fermée par voilà. Et aujourd'hui, l'entreprise. Dernier jour de la ligne Paris-Rungis, remplacée par 20 000 camions par an. Mais qu'on ne me fasse pas croire que le ministre de l'écologie, il n'aura pas pu s'impliquer à fond sur ce dossier-là, et puis peser pour que ça soit maintenu. Je veux dire, sur les dépenses qui lui sont reprochées, François Ruffin, juste pour revenir un instant là-dessus, François de Rugy s'engage à rembourser chacun des euros contestés et à se soumettre aux autorités de contrôle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous lui faites confiance ? Mais, je m'en fiche. Je veux dire, c'est pas là-dessus. On voit bien comment ça marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes contrôlé, vous êtes député, vous êtes contrôlé. Apparemment, il y a un tirage au sort. La déontologue de l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a la déontologue, elle a 577 députés, et puis bon, voilà. Mais je veux dire. Oui, mais est-ce que ça met pas la lumière sur un système de contrôle qui peut-être devrait être renforcé ? Oui, peut-être, mais moi, je situe le problème ailleurs. Je vais même vous citer le problème. Je pense que l'écologie réclame un nouvel imaginaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comment on sent qu'on a réussi dans l'existence ?
Est-ce que c'est de prendre l'avion pour aller au bout du monde? Est-ce que c'est de manger du homard avec du mouton Rothschild? L'idéal qu'on poursuit dans l'existence. Est-ce que c'est comme ça qu'on a un sentiment de réussite? Voilà, je pense, ce avec quoi il nous faut rompre, y compris avec cet idéal de réussite-là. Et normalement, je pense qu'un ministre de la transition écologique, il doit incarner la sobriété. On va être aujourd'hui dans une exigence de sobriété industrielle et dans un combat contre les lobbies et dans un combat contre les multinationales. Mais pour obtenir cette sobriété que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de contrôle, que les règles soient plus claires et qu'elles aient les moyens d'être appliquées? Ouais, je veux bien qu'il y ait des contrôles sur les députés, le président de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Bon, on peut même mettre, par exemple, sur les travaux, qu'avant tout travaux, il y ait une instance indépendante qui dise si oui ou non, chez Guémard, parce que ça date pas d'aujourd'hui, on en avait eu avant. C'était en 2005, l'affaire d'appartement d'Hervé Guémard. C'est pour dire qu'il y a un historique de ça. Bon, on peut aller ça. Maintenant, je vous assure, vous imaginez bien que moi qui considère qu'il mène une écologie de château, je suis pas surpris par son train de dépenses. Vous évoquez la sobriété, François Ruffin. Quand vous avez été élu député, vous étiez engagé à ne vous payer qu'au SMIC, à ne conserver qu'un SMIC sur votre indemnité de parlementaire. Est-ce que vous le faites? Oui, je le fais, oui. Je le fais et je verse 3 000 € par mois à des associations. À la fois, par exemple, j'ai versé à Bloom qui se bagarre contre la surpêche en mer. Parce que, voilà, on nous dit qu'on va s'engager sur l'écologie. L'une des premières décisions post-élection européenne, c'est que la France soutient une politique de surpêche au niveau de l'Union européenne. Et au contraire, ne cherche pas à lutter à fond contre ça. Donc voilà, moi, ce qui m'angoisse aujourd'hui, on peut aller sur des détails et j'en suis choqué évidemment, mais le cœur n'est pas là. Le cœur, c'est que quand on dit à François de Rugy, écoutez, à la SNCF, en gare du Nord, il y avait un panneau central, vous savez, où ça fait tchac, 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 tchac. On voyait ça dans les films, le gars, il ratait son train au dernier moment. Et ça défilait, et maintenant, ça a été remplacé par 80 écrans et des pubs Audi en 4x3 sur écran numérique. Il n'en est pas choqué. Moi, je me dis, bon sang, le ministère de l'écologie, tous les dossiers aujourd'hui devraient transiter par le ministère de l'écologie, tout comme ils transitent par Bercy. François Ruffin, invité de France Info, député France Insoumise de la Somme. On revient à vous dans quelques instants, juste après l'info à 8h40. Olivia Cohen. Célébration qui dégénère après la qualification hier soir de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un supporter algérien notamment est en garde à vue après avoir fauché mortellement une mère de famille et blessé gravement ses 2 enfants à Montpellier. En tout, une trentaine de personnes interpellées et une vingtaine de policiers blessés. 2 magasins ont été pillés dans le secteur des Champs-Élysées à Paris. Le comité central d'entreprise de Conforama vient de débuter. Un report après des tensions hier. La réunion entre direction et syndicats pour détailler le plan de suppression de postes a été interrompue. Des salariés ont envahi les lieux. Des tensions et des menaces verbales ont été signalées. Le corps de Vincent Lambert transféré à l'Institut médico-légal de Paris. Il sera examiné dans les heures qui viennent dans le cadre d'une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès. L'ancien infirmier devenu le symbole du débat sur la fin de vie est mort hier à 42 ans. À Wimbledon, place aux demi-finales hommes. Le tenant du titre Novak Djokovic fait face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Autre affiche de choc, Nadal-Federer. La finale du double, c'est demain avec le duo français Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. France Info. François Ruffin, député France Insoumise de la Somme et l'invité de France Info ce matin. Vous parliez d'écologie à l'instant. Le gouvernement a présenté une loi sur l'économie circulaire, une loi dont le but est de lutter contre le gaspillage, notamment du plastique. Les objectifs sont assez ambitieux dans cette loi puisque il y a notamment l'interdiction du plastique à usage unique dès l'an prochain et 100% de plastique recyclé à l'horizon 2025 par exemple. Est-ce que ça veut dire que ça y est, le gouvernement, Emmanuel Macron ont fait leur révolution écologique ? Moi, d'abord, c'est du recyclage d'amendements rejetés. Tant mieux, j'en suis fier. Oui. Vous avez convaincu le gouvernement, c'est pas seulement moi, je pense que le vote des Français a convaincu au gouvernement, les manifs de la jeunesse ont convaincu le gouvernement. Vous savez, pour qu'il y ait un changement de société et que pour qu'un gouvernement qui est au service de multinationales, et je n'en démordrai pas, et au service des plus riches, prenne des mesures comme celle-là,
fût-elle symbolique, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'interdiction. Ça n'est pas contraignant. Là, je vois que vous avez encore un gobelet en plastique. Vous avez raison, il faut qu'on fasse des efforts. Il s'agit de le remplacer par des gourdes maintenant. Voilà, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais pour l'instant, ça n'est pas contraignant. Mais le gouvernement prend la bonne direction. Oui, c'est une bonne direction. Je veux dire, c'est des amendements qui ont été rejetés que j'avais proposés. Moi, j'ai proposé l'interdiction du plastique à l'Assemblée nationale. Ça a été rejeté. On m'a dit que ça allait pas, ça pouvait pas se faire. Là, ça va beaucoup plus loin. L'interdiction du plastique à usage unique. Vous savez que Pepsi, qui était passé au carton, il est revenu au plastique. Et pour l'instant, il n'y aura pas de contraintes sur les entreprises pour en finir avec ça. C'est pas vrai. C'est donc, je veux dire, ça va dans la bonne direction. Je prends. Maintenant, il faut voir que ce sont des petites choses. Je le redis, l'écologie nécessite une transformation de la société. Une transformation de l'agriculture, une transformation de l'industrie, une transformation du bâtiment. Moi, je comprends toujours pas que dans ce pays, on n'ait pas mis en place un grand plan de rénovation thermique. C'est quoi? On a dans le pays 7 millions de passoires thermiques qui font que c'est catastrophique pour les plus pauvres du pays parce qu'ils payent des factures énormes. C'est catastrophique pour l'environnement parce qu'on use du gaz, on use du pétrole et on réchauffe l'atmosphère et on chauffe moins les logements que l'atmosphère. C'est un dossier auquel le gouvernement a promis de s'attaquer en tout cas. Attendez, il a promis de s'attaquer, il a baissé les crédits en la matière. Il a baissé les crédits en la matière. Donc, et aujourd'hui, ce qu'il faudrait mettre sur la table, je pense que là, on gagne sur tout. On gagnerait aussi sur le plan économique, parce que ça donnerait du boulot à plein de monde. Or, là-dessus, il faudrait mettre des milliards sur la table. On n'en est pas là. Moi, j'étais à La Paillade. J'ai rencontré à La Paillade des mères de famille. Chez elles, l'hiver, là, il faisait 35 degrés. Leurs gamins, ils étaient en sueur dans la chambre. Parce que c'est du logement social. Et vous allez en hiver, elles font des manifs avec les carnets de santé à la sécurité sociale parce que chez elles, il fait 15 degrés. Moi, je suis rentré dans mon hôtel parce que j'avais un hôtel payé. Et ben, j'avais la clim. Donc voilà, c'est pas juste socialement. Là, on a un point de réconciliation du social et de l'écologique. Et je comprends pas que le gouvernement ne mette pas le paquet en la matière. Au contraire, ils prennent des cas de fer. Vous évoquiez, François Ruffin, la nécessité de changer nos modes de production, de changer aussi nos modes de consommation. Vous disiez vous-même que c'était pas facile, qu'il fallait parfois prendre des mesures contraignantes et c'est pas simple. Et vous vous exprimez régulièrement par vidéo dans lesquelles vous vous expliquez depuis votre cuisine, vous faites filmer dans votre cuisine. Et vous-même, François Ruffin, vous avez été interpellé par certains de vos abonnés parce que dans votre cuisine, qu'est-ce qu'ils ont vu, ces abonnés? Ils ont vu des pailles en plastique. On va écouter un extrait de vos explications. Le sale pas écolo, belle paille en plastique dans le placard. La mise en scène a failli être parfaite. Moi, je veux vraiment pas prétendre à la sainteté. Tu sais, le mec parfait, qui fait tout bien, c'est pas vrai, on est truffé d'incohérences. Et ben voilà, vous aussi, vous avez des incohérences, des pailles en plastique, des gobelets. Alors, je vais vous dire, d'abord, de toute façon, on est dans ce bain-là. On va pas faire comme si on en était extrait, on est dans ce bain-là. C'est pour ça qu'il faut des lois. C'est pour ça qu'il faut des lois. C'est pas facile de s'en extraire de ce bain. Oui, vous-même, vous avez du mal, malgré vos engagements. Non, alors, d'abord, c'est pas juste d'un point de vue factuel, c'est que ces pailles, elles sont justement là depuis des années, parce que je ne les utilise pas. J'ai 2 gamins de 8 et 10 ans, j'ai fêté des anniversaires il y a des années, elles ne sont pas utilisées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les jeter à la poubelle? Ça va ranger qui? Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'utilisez jamais de gobelet chez vous, jamais de plastique? Alors, moi, je ne prétends pas à la sainteté. J'ai montré un placard rempli de bouteilles en plastique, parce que je suis un peu comme les petits vieux qui gardent leur papier. Comme je me dis, mince, c'est pas bien de jeter les bouteilles en plastique. Je les garde dans un placard au cas où. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut des lois. C'est pour ça qu'il faut des lois. Il faut des lois. Il faut que l'écologie soit punitive, y compris sur nos modes de consommation. C'est pas punitif. Il faut des lois pour contraindre les consommateurs à changer. Il faut des lois pour rendre les hommes et les entreprises et les institutions comme France Info et ce gobelet en plastique vertueux. Et la cuisine de François Ruffin. Et la cuisine de François Ruffin. La vertu ne va pas de soi. Donc la perfection n'est pas de ce monde et elle sera pas de ce monde demain. C'est pas ça qu'il faut rechercher. Mais d'aller vers une vertu, la vertu sociale, le fait que les gens soient payés le SMIC, qu'ils aient le droit à des vacances. Pas mal de personnes vont partir en vacances. C'est pas né de la bonne volonté des entrepreneurs, du libre marché. C'est lié parce qu'il y a eu une lutte au moment du Front populaire et on est sorti avec 2 semaines de congés payés et il y a eu une loi là-dessus. Eh bien, il nous faut des lois aujourd'hui qui nous rendent vertueux, qui rendent les entreprises plus vertueuses et les institutions plus vertueuses. Alors, il y a un texte qui inquiète particulièrement les écologistes. C'est le CETA, l'accord commercial passé entre l'Union européenne et le Canada. Il sera débattu à l'Assemblée la semaine prochaine. Vous affirmez, vous, que cet accord permettra le retour en Europe de viande nourrie aux farines animales. Et pourtant, le gouvernement, Jacques Maire, le rapporteur du projet de loi, estime que ce n'est pas vrai parce que les règles européennes protègent la France. Qu'est-ce que vous répondez ?
il va être permis, mais comme avec plein d'accords, d'importer des choses qui ne sont pas autorisées à être produites de cette manière-là en France. Alors c'est le cas sur les farines animales. Dans le règlement, moi que j'ai et qu'on ne m'a pas contredit pour l'instant du Canada, il y a l'autorisation de nourrir le bétail avec des farines de sang d'animaux, du sang d'animaux déshydratés, des poils d'animaux hydrolysés, du sous-produit frais de viande animale, de la farine de viande animale, de la viande d'animaux avec farine d'os. Mais ce qui est produit au Canada n'arrivera pas forcément en Europe. Dans un rapport interministériel de décembre 2018, justement sur les effets du CETA, les experts ont noté que l'utilisation des farines animales dans l'UE relève de l'acceptation sociale davantage qu'un sujet strictement sanitaire. Oui. Ils disent que des procédés performants de sécurisation et d'inactivation des prix ont été mis en place depuis la crise de la vache folle. Autrement dit, mais selon ces experts, en Europe et en France en particulier, la crise de la vache folle a fait que nous avons fait un choix, c'est de ne pas nourrir le bétail avec des farines animales. Et c'est un choix qui est largement partagé. Maintenant, donc là, on reviendrait sur ce choix avec le CETA. Il n'y a pas d'interdiction dans le CETA de dire, c'est vrai pour les hormones, par exemple. Là, sur les hormones, c'est clair. Par contre, sur les nourris aux farines animales, ça n'est pas clair du tout. Et moi, je veux dire plus largement, les accords de libre-échange sont nuisibles pour la planète. Mais d'abord, sur le CETA particulièrement, est-ce qu'il est possible encore de corriger le tir? Puisque vous dites que ça n'est pas clair. C'est pas corriger le tir, c'est qu'il ne faut pas de cet accord. Il ne faut pas de cet accord, il ne faut pas de nouveaux accords de libre-échange. Il est déjà entré en vigueur depuis 2 ans à titre expérimental, cet accord. Oui. Et en tout cas, d'après le gouvernement français, il ne pénalise pas les agriculteurs français parce qu'il y a peu d'importation de produits agricoles canadiens et en revanche davantage d'exportation vers le Canada de produits agricoles français et européens. D'abord, je suis pas contre le grand je suis pas favorable au grand déménagement du monde et quand bien même ça serait nos produits qui seraient exportés. Il faut sortir de tous les accords de libre-échange. Par exemple, oui, je suis pour la sortie d'un certain nombre d'accords de libre-échange. Si on arrête d'exporter, on supprime des centaines de milliers d'emplois en France. Ça veut dire qu'il faut et ça va pas se faire en un jour. Ça, que les choses soient claires. Est-ce que je suis favorable à une démondialisation? Oui. Est-ce que je pense qu'il faut aller vers une relocalisation de l'économie? Oui. Maintenant, je ne dis pas que ça va se faire en un jour et je ne dis pas que ça va se faire uniformément sur tous les produits. Mais par exemple, est-ce qu'il faut... Vous achevez le tissu industriel français? Non, je ne l'achève pas du tout. Vous savez, le tissu industriel... Si la France arrête d'exporter ses produits industriels... Le tissu industriel français, il a été achevé par 30 ans de non-politique industrielle de nos gouvernements. Et moi, je le vis aujourd'hui sur Whirlpool Amiens. J'étais à Belfort, je le vois sur General Electric, avec une trahison de l'élite française vis-à-vis de l'industrie. Et au contraire, sans doute qu'un certain nombre d'accords protectionnistes auraient permis de sauver un certain nombre d'entreprises. Mais là, ce que je demande, là, je vous parle d'agriculture. Ce que je demande, c'est qu'il y ait une exception agriculturelle de la même manière qu'il y a eu une exception culturelle. Pourquoi? Parce que si vous mettez les agriculteurs français en concurrence, là, avec les agriculteurs canadiens, avec un certain nombre de pratiques sur les activateurs de croissance, sur les farines animales et tout ça, si vous les mettez, et c'est déjà dans les tuyaux, en concurrence avec les grandes fermes industrielles des pays du Sud, comment vous voulez leur demander en même temps de monter en gamme? Je suis pour la fin du glyphosate, mais comment vous pouvez demander aux agriculteurs français de sortir du glyphosate si vous permettez qu'on importe tous azimuts de partout? En résumé, c'est ce qu'on appelle le fameux protectionnisme social que vous défendez à la France Insoumise. Ou écologique. Là, vous restez avec nous. Mais je veux dire, François Ruffin, député de la Somme. Il faut voir que là, il y a des alliances. Aujourd'hui, les Français sont massivement hostiles à ces accords de libre-échange. Vous savez, quand vous lisez que Nicolas Hulot dit « Aujourd'hui, quel est le problème central de l'écologie ?» Je le cite, « Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques, mais avant que nos élites l'intègrent, on sera tous calcinés. » Voilà l'urgence. Et donc, évidemment, la relocalisation, François tout Ruffin, comme la fin des gobelets en plastique, je vous interromps 2 petites pas minutes, le temps de faire un point sur l'actualité à 8h51 avec Olivia Cohen. Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. François de Rugy persiste et signe ce matin. Le ministre de la Transition écologique reste au gouvernement alors qu'il est épinglé dans une nouvelle affaire révélée par Mediapart. Il aurait bénéficié d'un loyer social bien en dessous des normes du marché concernant un appartement dans la banlieue de Nantes. Le comité central d'entreprise de Conforama sera-t-il mené jusqu'à son terme? En tout cas, il était censé débuter à 8h30 ce matin. Hier, la réunion entre direction et syndicats pour détailler le plan de suppression de postes a été interrompu. Les salariés qui ont investi les lieux en sont venus aux mains. Des célébrations qui dégénèrent après la qualification hier soir de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un supporter algérien est en garde à vue. Ce matin, il a perdu le contrôle de son véhicule et a fauché une famille à Montpellier cette nuit. En tout, une trentaine de personnes interpellées et 20 policiers blessés. 2 magasins ont été pillés à Paris dans le secteur des Champs-Élysées. Et puis c'est l'étape la plus longue du Tour. La
7e entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Hier à la planche des belles filles, victoire du Belge Dylan Teuns et un changement de maillot jaune. C'est l'Italien Giulio Ciccone qui s'en empare pour 6 petites secondes. France Info. François Ruffin, député France Insoumise de la Somme, est l'invité de France Info. Le Parlement a définitivement adopté hier la taxe GAFA qui est censée imposer les géants d'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon entre autres. La France est pionnière dans ce domaine, c'est le premier pays en Europe à le faire. Est-ce que vous saluez cette initiative ? Oui, bien sûr. Je l'ai réclamé depuis le début, donc je ne vais pas faire comme si quand il y avait un pas qui va dans le bon sens. Maintenant, il faut voir que le pas est millimétrique. Ce sont les nouveaux seigneurs. Des géants du numérique, vous parlez ? Oui, mais les géants du numérique, mais même les nôtres, les Bernard Arnault, les Pinault, c'est-à-dire, j'étais hier à assister à une pièce de théâtre sur la Révolution française. Et la question était la question fiscale, avec un certain nombre de privilégiés qui étaient exemptés de l'impôt, et c'était les seigneurs de l'époque. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux seigneurs qui non seulement se gavent avec des milliards et dépassent là, pour le français Bernard Arnault les 100 milliards d'euros, mais parviennent à s'exempter de l'impôt. C'est une injustice qui dégoûte le pays. Non, mais là, on parle de la taxe sur les géants numériques, la taxe GAFA, qui concerne d'ailleurs pas uniquement les 4 géants américains en question, mais aussi, par exemple, le français Criteo. Est-ce que c'est effectivement un pas qui va dans la bonne direction ? Est-ce que la France doit continuer, comme elle le fait, de se battre pour que l'Union européenne adopte la même législation, la même taxation ? Je suis tout à fait favorable à cette pratique qui fait que on initie des choses, parce que si on attend que 27 pays se mettent d'accord ensemble en même temps, on n'avancera jamais, sur rien. Donc la France montre l'exemple. Oui, mais c'est bien, j'ai pas de problème. Maintenant, il faut dire que c'est un pas millimétrique. Il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Donald Trump, d'ailleurs, le président américain, est déjà en train de critiquer cette mesure et il menace de mesures de rétorsion. Eh bien, ça va être un rapport de force, mais il ne faut pas que la France baisse pavillon devant Donald Trump et les États-Unis. Et de la même manière que sur l'Iran, par exemple, où il empêche nos entreprises françaises d'exporter en Iran, on ne doit pas baisser pavillon, à mon avis, sur des points comme ça. On ne doit pas se laisser faire, quand bien même c'est notre allié américain. Ça veut dire donc que le gouvernement français actuel est en train de se battre. Vous saluez donc ce force de courage. On va voir quelle est la vigueur de son combat. Mais je le dis, même si là, il les fait payer, ça ne sera qu'un tout petit peu. Donc il va falloir... C'est une porte qui est ouverte. C'est le pied dans la porte. Voilà, quand une porte est ouverte, vous savez, je m'en félicite. Pourquoi ? Parce qu'elle est ouverte aussi pour nous demain. Ça veut dire qu'on pourra augmenter ce volant-là, mais voilà, donc voilà. Le comité central d'entreprise de l'entreprise Conforama doit reprendre aujourd'hui. Il a confirmé, ce comité central d'entreprise, la suppression donc de 1900 emplois, la fermeture de 32 magasins de cette enseigne. On se souvient que lors de cette annonce, la première annonce remonte à il y a 2 semaines, la même semaine, au même moment, l'entreprise Amazon avait annoncé l'embauche, elle, en France à terme, de 1800 emplois en CDI. Est-ce que ça veut dire que ça incarne, justement, ça illustre un basculement d'un modèle économique à un autre, François Ruffin ? Sans doute que, évidemment, le numérique est en train de prendre du poids dans l'économie française. Maintenant, quand même, aussi, là, il y a un problème. On a laissé Conforama, mais ce n'est pas la seule enseigne. On a Office Depot, par exemple, en matière de grande distribution. On a New Look. Conforama n'a justement pas réussi à s'adapter à cette révolution du numérique. Mais il y a quand même un autre problème, c'est qu'on les laisse entre les mains des financiers. Vous savez très bien qu'il y a aussi dans cette histoire un scandale financier avec le fonds Steinhoff, qui a pas du tout contrôlé ses comptes financièrement, a complètement dévissé en bourse, et là cherche des mesures pour faire des économies à la va-vite. C'est-à-dire que c'est pas de la faute de l'entreprise Conforama qu'elle est aujourd'hui dans cette situation, mais plutôt de ses actionnaires. Il y a sans doute un problème commercial, mais il y a aussi le fait qu'on laisse des grandes enseignes comme ça entre les mains de purs financiers, et qui en plus étaient en déroute complète. Et l'État, en l'occurrence, a continué à produire de l'exemption fiscale. Mais si personne d'autre ne veut investir ? Mais faut voir s'il y a personne d'autre qui veut investir. Faut voir si cette enseigne elle pouvait pas être reprise par d'autres. Si c'est pas dit du tout. En tout cas, on a continué à soutenir un fonds. Et je le dis, c'est la même chose sur New Look ou sur Office Depot. Ces entreprises se font piller avec de la remontée des actifs des boîtes vers les maisons mères qui bien souvent en plus se trouvent dans des paradis fiscaux. Donc on a assisté au pillage de nos entreprises industrielles pendant des années, et là je crains qu'on se retrouve face à, je vois une série de pillages de nos activités de grande distribution. Alors François Ruffin, on connaît vos discours sur justement cette lutte sociale pour laquelle vous êtes très connu. Vous faites aussi des films évidemment, et maintenant on découvre un nouvel aspect de vous-même. Vous vous lancez dans la chanson. On a découvert ce clip que vous avez publié il y a quelques jours.
Faut accepter, faut s'adapter. Dans les retraites, il faut le tailler. Et la santé doit rapporter les autoroutes qu'il faut brader. C'est donc une reprise de la Marseillaise version punk et puis avec des paroles évidemment revisitées. Vous êtes le nouveau Serge Gainsbourg de la politique ? D'abord, ma carrière de chanteur, à mon avis, va être très brève. L'Eurovision l'année prochaine, ça vous tente pas ? Non, je crois pas du tout. Non, mais en revanche, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a le 14 juillet dans 2 jours, et c'est comme si on avait oublié la nature révolutionnaire de cet événement. Moi, je participe aux cérémonies, il y a les anciens combattants, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la gendarmerie, très bien. Et vous aimez la Marseillaise ? Oui, moi, j'aime la Marseillaise. Je parodie Renaud. C'est un chant social également. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a jamais fait dégueuler. Je considère que c'est un chant de combat, et là c'était un chant de combat patriotique et révolutionnaire à l'époque. Je fais mienne la Marseillaise. Maintenant, quand j'essaie d'expliquer, mes enfants la connaissent, mais quand j'essaie de leur expliquer l'étendard sanglant élevé, c'est pas facile à expliquer. Donc est-ce qu'on peut pas revisiter les paroles ? C'est une tentative comme ça. Et puis moi, vous savez, j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi. Et j'espère en mettre aussi... Bobby Lapointe. Ouais, Bobby Lapointe. Et j'espère en mettre aussi dans la vie des gens qui m'entourent, qui me regardent et tout ça, et qu'on s'ennuie pas dans l'existence. Déjà. François Ruffin, député France Insoumise de la Somme, et François Ruffin, chanteur, était ce matin donc l'invité de France Info. Belle journée à vous.